Christophe Wally. J'ai monté il y a 28 ans un magasin de disques indépendant à Paris qui s'appelle Le Silence de la Rue, qui initialement était dans le 18e arrondissement, que j'ai déménagé ici dans le 11e il y a bientôt 20 ans. Voilà. Et je continue avec autant de plaisir qu'au tout début de mon métier à continuer à l'exercer. Eh bien, souvent par une décision que j'ai prise assez tôt dans ma vie, puisque l'année du bac, je préparais donc en terminale cet examen, et il y avait déjà cette projection, cette envie, quand on parlait avec des copains, copines, voilà, ambition, carrière, métier, études. J'avais très envie de rentrer dans cette idée-là. Je savais qu'à terme, il me faudrait un certain temps pour y arriver. Donc très tôt dans ma vie, 18 ans. 10 ans plus tard, j'ai pu y arriver. Entre-temps, disons qu'avant de vendre des disques et d'en faire son métier, très souvent on en achète pour son propre plaisir. Et puis après, possiblement, pour se diriger vers l'idée d'en faire commerce. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça, en deux parties. Donc 18 ans, pam, une envie, beaucoup de déplacements chez des disquaires parisiens et londoniens pour faire du tourisme musical et choper mes galettes. Et puis, un peu avant 30 ans, décider de démarrer ce métier. Alors, de différentes façons, les approvisionnements principaux réalisés pour le magasin se font en France, auprès d'éditeurs discographiques et de distributeurs indépendants, et aussi avec énormément de réseaux import, intra ou extra-communautaires, d'import américain pour la partie vinyle. Le magasin présente un choix assez éclectique, ça correspond finalement à toute mon évolution en tant qu'amateur de musique, évidemment. Moi je suis d'une culture à la base qui est très rock, et j'ai pu évoluer progressivement, fort heureusement, et ça pour beaucoup je le dois à une partie de ma vie professionnelle, où au moment où j'ai démarré ce magasin, je faisais aussi de la distribution, c'est-à-dire je revendais pas mal de disques et de catalogues que j'importais pour le magasin auprès d'autres disquaires, des indépendants et des succursalistes, des grandes chaînes de disques. C'est une activité qui a démarré au tout début des années 90, donc quasiment en même temps que le magasin, et que je menais de front. Et ça s'est tellement vite développé que j'ai dû me mettre à l'abri d'une autre structure d'accueil, une autre distribution indépendante parisienne, qui avait des catalogues très différents et très complémentaires de ce que je pouvais faire. Donc c'est là que que j'ai découvert tout un tas d'expressions musicales que je ne connaissais pas, comme des rééditions anciennes de jazz éthiopien, le reggae, le Brésil, musique africaine, l'afro-funk, l'afrobeat. Voilà, ça m'a complètement développé l'horizon. Et à partir de ce moment-là, tout en continuant les deux activités, donc le détail et le gros, j'ai aussi dimensionné l'offre magasin vers cette direction, vers cet éclectisme. Donc aujourd'hui rock, pop, beaucoup de musique organique, soul, funk, rhythm and blues, jazz évidemment, des musiques testimoniales, beaucoup de rock indépendant, beaucoup de black music comme je le disais avec reggae, d'énormes... on a cette chance-là d'avoir accès maintenant à des pans entiers de catalogues qu'on appelle le Lost Catalogue, de trucs anciens qui ont été réédités par tout un tas de labels qui sont des vrais diggers, du français bien évidemment, voilà, j'en oublie peut-être, mais voilà, c'est vraiment très éclectique. Si je devais commencer par être à la fois sur le conseil et de façon un peu organisée, c'est-à-dire chronologique, on partirait vers ce que je pouvais écouter quand j'étais ado, c'est-à-dire les premières rencontres finalement avec la musique, donc j'avais 14-15 ans, et puis petit à petit ce qui a pu me constituer à la fois en tant que personne, puis en tant que disquaire, à travers ça. Donc là, alors je vais essayer donc d'être chronologique, je reviens tout de suite, je vous ramène le premier disque que j'ai, un des tout premiers disques que j'ai écouté, que j'ai acheté, que j'avais commandé à ma maman qui a fait les courses pour moi. Je vais vous montrer ça.
J'avais 15 ans, milieu des années 70, enfin un petit peu moins même. Voilà, premier disque acheté, commandé, les Ramones, donc toujours réédité. Ce disque est sorti en 76 exactement, voilà. J'avais très exactement 14 ans. Et donc à 14 ans, les petits teigneux là, qui posent devant un mur de briques, photo génialissime, c'est la quintessence de ce qu'était à l'époque l'explosion punk, le mouvement punk américain. Quand je vous disais que je venais du rock dans ma culture, c'est pas anglais le punk, ça s'est transmis là-bas après, et c'est pour ça que ce disque est importantissime, ainsi que ce groupe, parce que c'est le premier groupe américain à avoir fait une tournée européenne et qui a pu révéler à tout un tas de kids en Europe ce qu'était le punk rock US. Les chansons sont calibrées de façon extrêmement efficace, elles sont relativement courtes, 2 minutes 30, 3 minutes. C'est pas une musique extrêmement élaborée, mais qui est extrêmement efficace. C'est des chansons qu'on chope tout de suite, qu'on mémorise parce qu'elles sont diaboliques, avec des refrains couplets extrêmement basiques. Il n'y a pas de solo de guitare interminable. Et c'est quelque chose de totalement énergique. Donc ma rencontre avec la musique, voilà, 14 ans, ça a été ce disque, le tout premier disque des Ramones, toujours réédité 4 décennies plus tard. Là, on passe à quelque chose de nettement plus développé comme musique, avec ce live de David Bowie, qui reste... Il y a peu de live dans la discographie officielle de Bowie. Celui-là se trouve être incontestablement le meilleur. Ça correspond à une tournée américaine qu'il a donnée avec l'une des meilleures formations qu'il ait pu assembler, avec des musiciens américains, canadiens, anglais. Alors quand on parle de David Bowie, évidemment sur l'intégralité de sa longue discographie, on aurait pu aller sur des albums studio, il y en a plein qui ont été fondateurs également, je pense à The Rise and Fall of Ziggy Stardust, à Diamond Dogs, à Hunky Dory pour parler de la première partie de sa carrière. Mais pourquoi le live ? Tout simplement parce qu'on retrouve partie de ses chansons sur les disques importants que je viens de citer, mais en plus de ça, interprété avec une maestria, la prise de son de cet enregistrement est d'une qualité bluffante, et il y a surtout, et c'est extrêmement communicatif sur l'ensemble des titres, une telle joie, une telle pêche, un tel bonheur que voilà, ça reste pour moi, il y a d'autres façons de découvrir Bowie, mais sur ce qui a été enregistré en live, c'est vraiment la meilleure des performances qui a pu être captée. Alors c'est un groupe qui a fait très peu de disques, c'est même l'unique. C'est un mélange étonnant de tout un tas de formes d'expression musicale. C'est évidemment quelque chose de très groove. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une soul psychédélique. Pourquoi je vous conseille ce disque ? Pour tout un tas de raisons, parce que, il n'est pas très connu, il est également importantissime parce qu'il exprime tout le bouillon de culture qu'il pouvait y avoir au niveau de la scène musicale des groupes américains de l'époque, qui avaient digéré finalement tout un tas de sons extrêmement importants à l'époque, avec des influences psychédéliques, la prédominance de la soul music, d'excellents musiciens qui sont derrière. Et ça fait partie, pour moi, et là il s'agit de black music, comme je le disais, d'un des disques les plus réussis qui soit. Alors moi je conseille à tout un tas de gens, quelle que soit leur génération, de se plonger sur ce disque de Demon Fuzz et de l'écouter avec une espèce d'étonnante perplexité. Et le côté diabolique de ce disque, c'est qu'on écoutera une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois ce disque, on retrouvera toujours quelque chose de nouveau que l'oreille nous permette de découvrir. Demon Fuzz. Le disque de Sonic Youth, groupe américain également de New York, ça c'est un disque qui a été enregistré première moitié des années 80. C'est je crois en pâtisserie on parlerait de pièces montées. C'est un groupe qui est toujours en activité. Alors c'est dans la première partie de leur carrière, ça c'est pas le tout premier, mais je dirais qu'à partir de ce moment-là, sur ce qu'ils ont réalisé avec, encore une fois, l'ensemble
de référence très locale de ce groupe. Sonic Youth, tout comme le Velvet Underground, c'est un groupe de New York. Ils ont intégré pour part côté un petit peu psychédélique du Velvet, mais il y a une tension électrique derrière et avec énormément de maîtrise, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'écouter un espèce d'objet sonique tout à fait particulier, avec des chansons qui sont extrêmement bien conçues, des plages musicales, c'est ce que j'exprimais en illustrant l'idée de contrôle absolu de ce qu'ils ont pu faire, et avec une sonorité d'ensemble étonnante. Moi, quand j'ai découvert, je connaissais Sonic Youth, je ne les ai pas découverts à travers ce disque-là, mais c'est ce disque-là qui m'a définitivement tourné. Voilà. Donc là, c'est pareil, première partie des années 80. Pour commencer, c'est le premier média, quoiqu'à l'époque il y avait de la cassette enregistrée, mais c'est le premier média qui m'a permis d'écouter de la musique. Alors, on pouvait évidemment à tout moment choper de la musique différemment. Par exemple, la cuisine. Pourquoi une cuisine? C'est souvent un poste de radio dans une cuisine. Et souvent dans la cuisine, on est occupé par papa ou maman qui prépare à manger. Donc moi, quand j'étais môme, j'y trouvais mon père qui était très souvent là-dedans, s'il adorait faire à manger. C'était sa pièce de vie. C'était un monsieur qui travaillait sur des chantiers, en France, loin ou à l'international, qui partait donc souvent de la maison et qui, quand il y revenait, passait un temps fou dans cette cuisine où il préparait à manger. Et évidemment, il avait une radio, c'était même un ghetto blaster, cassette et radio, et les premiers sons chopés, de par les origines de mon père, qui était kabyle, c'était des radios locales, on dirait radio blédarde, mais pas que, avec dans les cassettes toute l'expression des grandes voix de l'Orient. Moi, quand j'étais minot, les premiers sons, ça a été les grands orchestres égyptiens qui accompagnaient Farid El Atrache, Kalsoum, et aussi tout le judéo-arabe qu'ils pouvaient écouter. Alors là, c'est Lili Boniche, Blond Blond, Renette Loranès, Raoul Journeau, de l'arabo-andalou, de la chanson en arabe. C'était pas du rail, c'était une chanson populaire. Voilà. Et j'étais minot. Et alors évidemment, on dit, alors après, on entend chanter arabe, et puis après on entend chanter anglais parce qu'on grandit, qu'on passe à autre chose. Donc le vinyle, pour moi, je le mets comme média essentiel pour parler des gens de ma génération, dans l'idée d'effectuer cette rencontre à travers la musique. Aujourd'hui, le vinyle, c'est, professionnellement parlant, c'est 3/4 de ce que je vends ici, dans ce magasin, où j'ai quand même une offre CD. Je dirais que pour synthétiser le propos, c'est peut-être la manière la plus civilisée d'écouter de la musique, le 33 tours, pour tout un tas de raisons. Alors on peut partir sur des explications techniques avec la rondeur, la chaleur du son vinyle, que ce soit pour des enregistrements d'époque, techniques dites analogiques, ou un petit peu plus tard numérique, mais ça restitue, de par le soin qu'aujourd'hui on apporte au pressage des vinyles, sur la densité de matière, sur la façon dont on procède à l'enregistrement, au mastering de ces disques, ou au remastering s'il s'agit de disques plus anciens, et qu'en effet vous aurez, je pense, la meilleure définition possible de ce que l'oreille peut attraper. Avec plaisir.